Alors donc l'amylose, ça fait de nombreuses années, donc maintenant qu'on en parle, hein, ça fait plus de 12 ans que je travaille sur cette thématique, mais c'est encore une thématique qui est une pathologie qui est malheureusement méconnue de la part des cardiologues, peut-être parce qu'on ne nous l'a pas enseignée en faculté et qu'à l'époque on ne la connaissait pas. Donc voici mes liens d'intérêt, j'ai 15 minutes de parole, ça Aïda, donc je vais essayer de tenir les délais. Et donc, pourquoi il faut diagnostiquer les patients qui ont une amylose à transthyrétine lorsque l'on a un patient en face de nous qui a une insuffisance cardiaque? Eh bien, il faut le faire parce qu'il y a bien sûr un intérêt. Hein, et donc, la deuxième chose, bien sûr, on va répondre à ces questions, c'est comment le faire. Donc, quel est l'intérêt de faire le diagnostic? Donc, on a fait un papier consensus ESC avec d'autres experts internationaux en 2021. Donc, il a fallu attendre quasiment 11 ans pour avoir ce papier, mais qui relate un petit peu tout ce que je vais vous dire. Et vous pouvez donc le télécharger, il est online, et compléter tout ce que je vais dire. Donc, pourquoi identifier ces patients qui ont une amylose à transthyrétine lorsque vous avez un patient en insuffisance cardiaque en face de vous? C'est parce que votre prise en charge cardiologique va complètement changer. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a ces fameuses guidelines et recommandations pour traiter les patients en insuffisance cardiaque. Et bien, quand on a un patient avec une amylose, on ne va pas pouvoir les appliquer de la même manière. Et puis maintenant, on a des traitements spécifiques qui permettent d'empêcher les dépôts d'amylose d'infiltrer le cœur. Il faut pouvoir traiter ces patients. Et puis, ces patients ont également des atteintes qui ne sont pas cardiaques, qui sont multisystémiques, qui touchent d'autres organes, et il va falloir pouvoir les traiter. Donc revenons un petit peu sur la physiopathologie des amyloses. En général, c'est donc des maladies qui regroupent plusieurs pathologies où les protéines du corps humain changent de conformation, deviennent fibrillaires et vont infiltrer les organes et principalement le cœur. En infiltrant le cœur, elles vont épaissir le myocarde, infiltrer la matrice extracellulaire et tuer les cardiomyocytes en les encerclant, en les étouffant. Voilà. Et donc les patients vont développer initialement donc, ce qu'on peut appeler une cardiopathie hypertrophique, puis une cardiopathie restrictive, de l'un des symptômes d'insuffisance cardiaque, et ils vont mourir rapidement en l'absence de traitement. Alors les trois amyloses les plus répandues, on a appris tous à l'internat l'amylose à L, mais la plus fréquente, c'est l'amylose à transthyrétine sauvage, qui touche principalement les hommes, et donc on l'appelle aussi amylose dite sénile. Et si vous faites des biopsies myocardiques ou des autopsies à des hommes de 80 et quelques années qui meurent, donc vous voyez, il y en a un quart qui ont des dépôts d'amylose dans le myocarde. Donc vous voyez, là on est de nombreux hommes dans la salle, mais un quart de nous va développer une amylose en transthyrétine en vieillissant, et donc c'est extrêmement fréquent. Et puis il y a aussi l'amylose à transthyrétine héréditaire, qui est particulièrement fréquente chez les patients d'origine africaine subsaharienne, Togo, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, je suis désolé, Mauritanie également, où il y a une mutation qui est présente dans la population à plus de 4% des cas. Je ne vais pas pouvoir tout vous détailler dans le temps imparti. Et puis il y a bien sûr l'amylose à L. Le pronostic de cette maladie, elle est redoutable. Et en l'absence de traitement, la médiane de survie, c'est 50%. Et donc j'ai été amené à changer un peu de métier de cardiologue, à devenir un peu oncologue soins palliatifs, d'où le topo qu'on vous fera avec mon épouse samedi sur l'impact de la mort sur les soignants, parce que cette maladie est effectivement redoutable. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater les patients et les traiter correctement, c'est pour éviter qu'ils meurent, parce que nos traitements les aggravent. Dans cette conférence de consensus, on explique qu'est-ce qu'il faut faire pour le traitement. Et vous voyez, il y a six grands cas. Il y a la sténose aortique, puisqu'il y a également une infiltration de la valve aortique et de nombreux rétrécissements aortiques chez ces patients qui ont des amyloses à transthyrétine. Il y a une anticoagulation qui doit être rapide dans certains cas, mais je ne peux pas malheureusement tout vous détailler. L'implantation de pacemaker également, parce qu'ils sont à haut risque d'avoir des troubles conductifs. Et puis, vous voyez, pour l'insuffisance cardiaque, il faut retirer tous les traitements classiques de l'insuffisance cardiaque, bêta-bloquants, IREC, ARA2, sacubitril, valsartan, et tous ces médicaments peuvent aggraver les patients, et principalement les bêta-bloquants. Donc la gestion en fait, de nos patients en insuffisance cardiaque va être totalement différente. Et il en est de la même chose aussi pour la fibrillation. Et puis, il y a plein de traitements qui arrivent et qui existent. Le premier traitement qui a été validé, c'est le tafamidis. Vous en avez entendu parler. Il y a Hassan qui a quelques patients, je crois, sous tafamidis. Mais c'est donc un médicament qui vient empêcher le dépôt en fait, des fibrilles d'amylose à transthyrétine. En France, il y a déjà plus de 4000 patients qui sont traités. Et on arrive donc à stabiliser les patients, à éviter la progression de la maladie. Et puis, il y a plein d'autres médicaments qui sont en essai thérapeutique,
qui sont souvent des siRNA, c'est des petits médicaments ARN messagers qui viennent empêcher la production de transthyrétine au lieu de stabiliser le tétramère comme le tafamidis. C'est un petit peu compliqué tout ça, mais ce sont de nouveaux médicaments et qui vont arriver dans notre panel de médicaments que le cardiologue peut prescrire, parce que ce sont à terme des médicaments cardiologiques et j'espère qu'ils seront tous rapidement disponibles également en France, mais également au Maroc. Donc comment faire le diagnostic des patients qui ont une amylose à transthyrétine? Ça fait 12 ans que je m'occupe de ces patients, et ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y a pas plus cardiologique qu'un patient qui a une amylose à transthyrétine, et il faut en fait le suspecter, c'est encore une fois nos recommandations, chez tout patient qui a une augmentation de l'épaisseur myocardique de plus de 12 mm, et puis un signe de ces drapeaux rouges. Et ces drapeaux rouges, le premier signe, le top, c'est un patient insuffisant cardiaque de plus de 65 ans. Donc vous avez un patient qui a en insuffisance cardiaque, qui a plus de 65 ans, qui vient en cabinet, vous lui faites l'échographie, il a plus de 12 mm, il va falloir suspecter cette amylose si on veut bien sûr le traiter correctement du point de vue cardiologique et éventuellement mettre un traitement spécifique. Il y a d'autres red flags, mais l'insuffisance cardiaque est le principal. Et le problème, en fait, c'est que l'amylose explique pourquoi tous les essais internationaux sur l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, sauf les IGLT2, ont échoué. Et là, on a fait un travail sur nos données du centre de référence où on a pris tous nos patients qui avaient une amylose et on a regardé s'ils avaient les critères pour être inclus dans les grands essais internationaux de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et on arrive à avoir des pourcentages jusqu'à 60% de nos patients incluables dans ces essais FPEF. Autrement dit, vous voyez, tous les médicaments de l'insuffisance cardiaque échouent dans cette pathologie. Et c'est pour ça que les essais internationaux ont échoué, c'est qu'on a inclus des patients qui avaient des amyloses sans le savoir. Et donc maintenant, il faut qu'on le sache pour pouvoir adapter le traitement et adapter donc la prise en charge. Donc comment on fait? À l'électrocardiogramme, il y a des signes, mais ils sont non spécifiques. On peut avoir un microvoltage, mais il est assez rare. On va plutôt avoir des ondes Q à l'électrocardiogramme qui témoignent en fait de cette pseudonécrose du fait de la masse des dépôts intramyocardiques qui vont mimer une séquelle d'infarctus. Et souvent, ces patients, ils ont également de la troponine qui est élevée parce qu'il y a une mort cellulaire, parce que les cardiomyocytes sont en train d'étouffer. Et donc, évidemment, le premier réflexe, tropo, onde Q, souvent les patients vont avoir une coronographie. Il y a un tiers de nos patients qui rentrent dans la fenêtre cardiologique par ce biais. Ils vont aux urgences, ils sont essoufflés, onde Q à l'ECG, troponine élevée, coro. Et s'il n'y a pas l'écho derrière pour voir l'hypertrophie et lancer le bilan, on échoue. L'échographie est bien sûr principale dans le diagnostic puisqu'on va voir l'épaisseur, on va voir une FEVG au début préservée, un débit effondré souvent et un strain quand il est mesurable qui va retrouver cette image d'apical sparing, cette image d'un cocarde où on voit une altération du strain dans la portion basale du myocarde. Cette image est très évocatrice d'amylose, mais elle est non spécifique. L'IRM, Aïda va vous en parler, c'est la grande spécialiste, mais elle est vraiment capitale. Et au Maroc, je crois que c'est un des examens clés, c'est de pouvoir faire cette IRM qui va retrouver un rehaussement diffus du myocarde le plus souvent, qui correspond non pas à de la fibrose, et qui correspond à une stagnation du gadolinium dans les dépôts d'amylose et qui va donc témoigner donc de l'amylose. Donc en IRM, en fait, on devrait conclure à chaque fois qu'on a un rehaussement qu'il y a une infiltration de la matrice, soit par de la fibrose, soit par de l'amylose, mais on ne peut généralement pas conclure quelle est la nature du dépôt. Et l'examen clé maintenant qui s'impose en France et qui est maintenant extrêmement prescrit par les cardiologues, c'est la scintigraphie osseuse. La scintigraphie osseuse, c'est utilisé donc généralement pour rechercher des métastases osseuses, etc. Et dans l'amylose à transthyrétine, on va avoir une captation myocardique du traceur, et vous voyez, le cœur apparaît sur cet examen. Mais au cabinet, avant de prescrire tous ces examens, on peut interroger le patient et aller chercher les signes extracardiaques de l'amylose. Ces signes extracardiaques, ça va être principalement dans les amyloses à transthyrétine, l'infiltration des canaux carpiens, et généralement les patients ont été opérés dans 5 à 10 ans qui précèdent la survenue de l'insuffisance cardiaque, des canaux carpiens qui sont liés à l'infiltration des dépôts dans le canal carpien. Ils peuvent avoir un canal cervical étroit, un canal lombaire étroit, et également une rupture du tendon du long biceps. Le long biceps donc, va se rompre, qui est lié également à l'infiltration des téguments par ces longs biceps. Je vais passer un petit peu. Vous voyez la scintigraphie. Et donc, ce qu'on demande finalement de prescrire à ces patients chez qui vous suspectez l'amylose, c'est la scintigraphie osseuse. Alors, je sais malheureusement qu'au Maroc, on en discutait avec Mehdi et Saïd, mais la scintigraphie n'est pas forcément disponible partout, mais c'est vraiment un examen clé maintenant en cardiologie, où vous voyez cette forte fixation myocardique, et vous voyez dans le stade 3, le traceur est tellement avide pour le cœur qu'il va effacer les os, et tout va aller dans le cœur, et ça témoigne bien sûr de ce diagnostic. Il faut bien sûr éliminer l'amylose à elle en prescription
prescrivant la recherche de la chaîne légère, hein, et des recherches d'une gammapathie pour éliminer une amylose AL associée. Voilà ce que donnent ces 4 tests. Il y a 4 tests à prescrire. Voilà une scintigraphie encore qui est positive chez un patient. Et lorsque l'on peut donc avoir cette scintigraphie, ces tests de gammapathie, c'est comme ça qu'on va pouvoir, en utilisant cet algorithme, identifier l'amylose. Et donc un patient qui n'a pas de gammapathie et qui a une scintigraphie positive, eh ben, on est sûr qu'il a une amylose à transthyrétine. Et il reste juste à faire le test génétique, notamment chez les sujets à peau noire du fait de l'hérédité importante, enfin du contexte génétique dans la population africaine subsaharienne. Et on va pouvoir évoquer dans ce cas-là une amylose à transthyrétine sauvage, dite amylose sénile. Donc c'est le test génétique. Quand il y a une gammapathie, on sera obligé de confirmer par une biopsie. On fait la biopsie des glandes salivaires. Donc, en conclusion, vous voyez, les amyloses ne sont pas rares. Donc, on a une augmentation vraiment croissante de son dépistage. C'est vraiment impressionnant maintenant, grâce à l'utilisation de la scintigraphie. On arrive vraiment à diagnostiquer. La prise en charge va complètement différer puisqu'on ne va pas mettre les traitements classiques de l'insuffisance cardiaque, mais on va plutôt les arrêter pour ne pas tuer les patients. Clairement, on les tue. On va discuter de l'anticoagulation un peu plus agressivement, hein, chez les patients pour éviter le risque thrombotique qui est très fréquent dans cette pathologie. Les pacemakers également pour éviter les troubles conductifs qui peuvent être fataux chez ces patients et les tuer parce qu'ils ont une cardiopathie restrictive très sévère et la bradycardie peut les amener en choc cardiogénique et les tuer. Et puis mettre en place, quand c'est possible, une thérapeutique donc spécifique comme le tafamidis, stabilisateur du tétramère de la transthyrétine, pour bloquer l'apparition de nouveaux dépôts et stabiliser la maladie et éviter la mort des patients puisqu'il s'agit bien de sauver ces patients. Et puis après, il y a une prise en charge qui va se faire suivant le niveau d'atteinte des autres organes, les canaux carpiens, le canal lombaire, mais également le tube digestif qui est peut-être infiltré chez ces patients et la neuropathie. Voilà. Et tout ça, grâce à ça, on peut améliorer le pronostic de ces patients. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Thibaut Damy, pour cet excellent tour d'horizon sur l'amylose cardiaque. Et merci d'avoir souligné l'importance d'un diagnostic précoce et surtout la place de l'imagerie finalement multimodale pour le diagnostic, bien que certaines de ces modalités, comme vous l'avez souligné, ne sont pas toujours disponibles chez nous. Et on espère que ça pourra se développer prochainement.